10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. La Ligue des Champions reprend ses droits, ça fait plaisir. Et c'est la semaine de tous les dangers. Cette J5 de LDC, j'ai commencé à en parler hier avec Paris-Bayern. Mais il y a d'autres matchs sympas. Il y a une autre affiche qui nous rappelle quelques finales des dernières années, ce Liverpool-Real de mercredi soir. Bon, il y a l'ogre brestois qui se déplace en Catalogne. J'ai choisi 6 matchs dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que ouais, on arrive donc on arrive sur la deuxième partie de cette phase de ligue. On a joué 4 des 8 matchs pour l'instant. Et le top 8, il ressemble à ça. Liverpool tout en haut, Sporting, Monaco et Brest. L'Inter aussi est invaincu, ça c'est le top 5. Ensuite on a Barça, Dortmund, Aston Villa. Ça c'est le top 8. Qu'est-ce qu'on peut dire? Atalanta qui est aussi invaincu, 9e. City 10e, la Juve 11e, Arsenal 12e. Je vais pas tous les faire, mais ce que je trouve notable après 4 journées, c'est que des énormes morceaux du continent qui jouent de très gros matchs cette semaine, genre le Bayern, le Real sont seulement entre guillemets 17 et 18e. Paris bien sûr est en dehors du top 24, on en a discuté hier. Ouais, franchement cette phase de ligue, bon, chacun se fait son avis, mais pour l'instant elle est assez sympa, elle est intéressante, elle nous donne de la diversité, des matchs plutôt cool. Donc très très content de vous retrouver pour en parler. Comme j'ai dit, j'ai choisi 6 rencontres qu'on va analyser aujourd'hui, faire une petite preview. Barça-Brest, Bayern-Paris, je le mets dans la vidéo, c'est déjà fait hier. City-Feyenoord pour une raison particulière qui m'intéresse. Sporting-Portugal contre Arsenal, Aston Villa-Juve. Et bien sûr, pour boucler tout ça, Liverpool-Real. Là, les codes que vous voyez, les amis, c'est celles que vous trouvez sur Winamax, vous le savez bien sûr. L'offre spéciale Winamax Willou, la meilleure de France, est disponible pour vous avec le lien en description. Si vous cliquez sur le lien et que vous faites un premier dépôt, il se retrouve tout de suite doublé. Et en plus de ça, ça c'est l'offre spéciale, vous recevez aussi immédiatement 10 € en cash. Voilà, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas, je suis rémunéré à chaque fois que quelqu'un s'inscrit et fait un premier dépôt avec ce lien. Donc ça m'aide, mais bien sûr, faites-le uniquement si vous êtes majeur et si vous êtes prêt à être responsable et parier plutôt des petites sommes sur ces matchs de Ligue des Champions qui sont évidemment hautement imprévisibles. Ok, les matchs qui m'intéressent, comme j'ai dit, il y en a 6 principalement sur cette semaine et il y en a 4 qui sont dès ce soir, là, dans quelques heures, dont le premier, un géant en crise, ouais, Manchester City qui reçoit Feyenoord, on va pas faire 8 minutes dessus, mais quand même, c'est rare qu'on voit Manchester City dans cette situation, c'est même totalement inédit, ils sont sur 5 défaites, toutes compétitions confondues, consécutives, ils ont été giflés par Tottenham ce week-end, nous on les avait quittés avant la trêve sur cette défaite assez humiliante contre le Sporting qui en transition leur a fait tellement mal qu'on avait analysé sur la chaîne, toute une vidéo dessus. Bon, City, 5 défaites d'affilée, c'est la première fois de l'ère Guardiola. C'est la première fois pour Guardiola dans sa carrière d'entraîneur. C'est la première fois pour Guardiola en tant qu'être humain, même en tant que joueur. Il n'avait jamais perdu 5 matchs d'affilée. Donc c'est un peu choquant de les voir là. Et la conséquence, c'est que Liverpool a pris 8 longueurs d'avance au classement sur eux en PL, quelques jours avant de les recevoir à Anfield ce week-end, là, dimanche, et j'y serai en plus. Avec des potes, on fait le déplacement à Liverpool pour voir ce Liverpool-City. Ça pourrait être 11 points d'écart si Liverpool le fait. Voilà, City est, on peut le dire, en crise. C'est plus un début de crise quand tu perds 5 matchs d'affilée. Ça ne veut pas dire que Guardiola va être viré du jour au lendemain. Mais c'est une situation très très périlleuse dans laquelle ils sont. Et même en Champions, comme on a dit, ils sont que 10e. Seulement 2 victoires en 4 journées. C'est rien de catastrophique, rien de dramatique. Mais voilà, c'est... City, tu t'attends à ce qu'il soit top 8 et en vrai qu'il soit top 1, top 2. Ils ont besoin de points. Et le Feyenoord en face, c'est bon, c'est pas forcément le Feyenoord d'Arne Slot, mais ils ont quand même 2 victoires sur 4 journées, les 2 à l'extérieur d'ailleurs, ils se déplacent à l'Etihad et les 2 matchs qu'ils ont remportés pour l'instant, contre Girona 3-2, contre Benfica 3-1, les 2 c'était à l'extérieur, donc ok. Ils ont un petit ailier gauche que j'aime bien, Igor Pajao, qui est petit format, très dribbleur, il a une dizaine de passes décisives déjà cette saison, toutes compétitions confondues, je crois 7 en championnat, 3 en LDC aussi. Il pourrait faire des ravages sur ce flanc, et ils ont aussi leur teenager Milambo, qui a 19 ans, jeune néerlandais, Anthony Milambo, qui score pas mal, qui avait marqué contre Benfica ce but en enchaînant un double petit pont, assez hardcore. Donc ouais, franchement, je vais pas dire que Feyenoord va le faire contre City en déplacement à Manchester, mais je garderai un petit œil sur leur trio offensif. Et Igor Pajao, voilà, 24 ans, 1m68, ailier gauche, le Brésilien qui est arrivé il y a 2 ans. Et le jeune, je pense, formé au Feyenoord, ouais c'est ça, qui vient de l'équipe de jeunes du Feyenoord, Anthony Milambo, 19 ans, qui joue de plus en plus sur des positions axiales avancées.
Des petits noms à surveiller comme ça. C'est rare de voir une équipe qui est à 5 défaites d'affilée, cotée à 1,17, mais c'est le cas de Manchester City. Je sais pas, évidemment, ils ont des raisons d'être favoris, mais Rodri est toujours pas là, Ruben Dias est toujours pas là, De Bruyne va faire son retour dans le 11 sans doute, mais il y a encore pas mal de tendresse. Est-ce que c'est pas... je sais pas, moi je pense que Feyenoord doit le faire. Feyenoord ou match nul à 5, c'est vrai que c'est un peu attractif. Maintenant, le truc c'est qu'eux aussi ont pas mal de soucis de blessures. Qu'est-ce qu'on a par exemple Quinten Timber, le frère de Jurien, qui est un peu leur maître à jouer. Il y a un doute autour de sa participation. Des titulaires par exemple contre Benfica, si je dis pas de bêtises, Lotomba, Hugo Bueno sur les côtés, Hartmann. Donc ouais, si Feyenoord arrivait peut-être avec un petit peu plus, ils vont peut-être faire jouer Hansko, latéral gauche là, bien sûr on en avait beaucoup parlé avant l'Euro. Donc s'ils arrivaient avec un petit peu plus de fraîcheur, peut-être ils seraient capables de faire à la fin. Bon, je pense que City se relève, c'est un bon match pour préparer Anfield. Et je vais dire quand même Igor Pajot buteur, je tente, parce qu'il m'a bien tapé dans l'œil, à 8. Mais je dis City qui l'emporte, peut-être un 3-1 comme ça, City vainqueur. Ok, on prend un petit peu moins de risques. Mais c'est un match qu'ils ont vraiment besoin de gagner. La deuxième rencontre qui m'intéresse, l'Ogre et le Phoenix. Alors, qui est qui? Bien sûr, l'Ogre brestois à la 4e place, qui se déplace en Catalogne face au Phoenix d'Hansi Flick, qui est 6e, 4e contre 6e. C'est le plus gros match de cette J5. Et on n'aurait pas forcément pensé ça au moment du tirage, mais c'est enfin un défi à la hauteur de l'Ogre brestois. Une des 6 équipes invaincues sur cette phase de ligue. Ils sont, c'est vrai, sur 3 défaites d'affilée en Ligue 1. Ils ont perdu contre Nice, ils ont perdu contre Montpellier, waouh, et contre Monaco ce week-end, vendredi, même si c'était un match serré. Mais pour un club de la stature de Brest, voilà, la Ligue 1, c'est très peu important. Ce qui compte, c'est la scène continentale. Le fait d'être 12e à 3 points de la zone rouge en France, peu importe. Le fait d'être 4e sur 36 en Europe et toujours invaincu, d'être très bien positionné pour aller faire à minima le top 24. Je crois qu'ils ont 90% de chance de finir top 24. Donc ça veut dire de jouer un match aller-retour à élimination directe en Europe. Ce qui est une dinguerie totale. Mais ouais, ce qui compte pour eux, c'est l'Europe et on pourrait dire... C'est vrai, leur parcours pour l'instant, Sturm Graz, Salzbourg, le Sparta Prague, ça c'est leurs 3 victoires. On pourrait dire que ça doit nuancer un peu l'impression. Mais on a analysé plusieurs de ces matchs, Sturm Graz et Salzbourg notamment. Et ce qu'on voyait autour de leur duo Ajorg-Sima, le duo qui combine super bien, la qualité qu'ils ont dans le domaine aérien, qu'est-ce qu'on avait dit contre Sturm Graz, 16 duels aériens disputés par Ajorg, 9 par Sima. Ceux d'après, ils sont à 3 et quelques. C'est clair que le style de Brest est hyper établi. C'est de très loin l'équipe en Europe sur cette phase de ligue qui joue le plus de ballons longs, mais c'est choquant. Genre passe longue, hop, c'est quoi? C'est des passes de plus de 30 mètres. Brest est la première équipe avec 367 tentés. Le PSV Eindhoven est deuxième à 309. Et quasiment 60 passes d'écart sur 360. Donc énorme différence. Barça est bien plus bas. Une vraie opposition de style. Donc franchement, le style qu'ils pratiquent est très clair, peut poser des problèmes, je pense, à n'importe qui. Et il faut dire aussi qu'ils ont fait match nul contre Leverkusen. Donc c'est pas que contre des petits, entre guillemets, des équipes de chapeau 3 et 4 qu'ils ont pris des points. Match nul contre Leverkusen, c'est assez impressionnant. Donc le problème peut-être pour eux, c'est qu'ils ont l'absence de Pierre Lesmelou encore, même si c'était le cas aussi sur les matchs qu'ils ont remportés en Europe. Et il faut dire, le Barça aussi, Lamine Yamal très incertain. Aux dernières nouvelles, je pense même devrait rater la partie, si ce que j'ai vu se confirme effectivement. Le Barça, faut dire aussi qu'il y a un petit peu de tendresse ce week-end, même si c'est quand même un Barça leader de Liga, une des meilleures équipes d'Europe, peut-être top 2, top 3 max, mais je dirais top 2 sur ce début de saison. Petite tendresse ce week-end, l'expulsion de Casado à la 80e minute, il menait 2-0, énorme erreur de Koundé derrière, et finalement ils se font rattraper, ce qui fait que ouais, ils ont... Le Real les menace un petit peu, plus qu'un point potentiellement s'ils remportent leur match en retard, le Real contre Valence. Est-ce que ce Barça qui, je sais pas si on peut dire qui faiblit récemment, mais ouais, c'est peut-être un Barça légèrement prenable sans Lamine Yamal. On sait la différence de cette équipe avec et sans Yamal. Si effectivement il est absent, peut-être que Brest peut tenter un truc, aller chercher quelque chose. Mais bon, j'ai quand même du mal à partir contre le Barça à la maison. Je pense que c'est le moment où l'aventure, l'épopée folle de Brest connaît un bref coup d'arrêt, avant de reprendre pourquoi pas J6, et je pense qu'ils vont se qualifier pour la suite.
Mais bon, si vous partez sur Brest à 16,50 et que ça passe, je vous respecte. 10% des gens le font. Mais non, je suis quand même plus précautionneux et je vais dire Barça à 1,16. Mon troisième match, il est pas mal. Lisbonne contre Londres, bien sûr. On les avait quittés sur cette gifle imprimée à Manchester City. Le choc Amorim-Guardiola. Un match qu'on avait analysé sur la chaîne. Leur qualité en transition, bien sûr. Gyökeres, mais aussi les autres. Des petits ballons potés, Trincao dans la profondeur. Ils avaient fait très très mal à City à la récupération. On les avait quittés là-dessus, nos amis du Sporting. Bon, ils ont continué en étriant Braga 4-2 en déplacement. Et bien sûr contre une D3 en Coupe du Portugal 6-0, là, juste il y a quelques jours. Donc, ouais, ils sont pas trop mal. Amorim est parti, mais a été remplacé par João Pereira, l'ex-entraîneur de la B, 40 ans. Et Arsenal aussi, de son côté, a retrouvé des couleurs contre Forest. Victoire 3-0. Ça leur fait du bien de retrouver... Bon, Ethan Nwaneri, premier but en PL de sa carrière. Il en a planté 3 en League Cup, mais ça, c'était un moment fort. Mais surtout, moi, je trouve que ça leur fait vachement de bien de retrouver l'ami Martin Odegaard. Avec et sans lui, c'est quand même pas la même équipe. On peut parler de City avec et sans... Rodri, KDB, Ruben Dias. Bon, Arsenal, avec le retour d'Odegaard, on voit qu'il y avait des problèmes de créativité. Et aujourd'hui, contre Chelsea, là, il était revenu, il avait fait 90 minutes, titularisation juste avant la trêve. Son petit ballon par-dessus pour Martinelli. C'est les ballons que seul Odegaard peut mettre. Et pareil, contre Forest, il a encore sorti une passe décisive. Il a cette capacité à vraiment, je trouve, fixer la défense alors qu'il est dans la surface de réparation et tétaniser tout le monde pour... Orientation de corps vers la droite, petit ballon vers la gauche, tout le monde est pris à revers, elle est quand même assez spectaculaire cette image. Et Saka derrière avait conclu, parce que Saka aussi est en top forme. Mais une équipe avec Odegaard et Saka, les deux qui combinent, c'est quand même différent. Donc même s'il y a Gyökeres, même si c'est un Sporting très très chaud, qui est deuxième de cette phase de ligue, qui n'a pas perdu pour l'instant, le déplacement à Lisbonne sera pas facile pour Arsenal, et je les vois pas forcément l'emporter. Mais c'est très serré, les bookmakers mettent Arsenal à 2,20, le Sporting à 3,30. Moi, je vais partir ici sur le match nul à 3,45. Pourquoi pas un petit 1-1 ou quelque chose comme ça. Le Sporting a une très bonne équipe et est capable de faire le dos rond et de souffrir, mais de l'emporter quand même. Contre City, c'est exactement ce qui s'était passé. Donc ouais, attention, match piège pour Arsenal. Mais je pense avec le retour d'Odegaard, c'est quand même une autre histoire. Je vais dire match nul. Mon quatrième match, c'est le choc de ce soir, bien sûr. C'est Bayern-Paris Saint-Germain. Je ne vais pas aller plus longtemps là-dessus. J'ai fait toute une vidéo, une vingtaine de minutes. Et je vous la mettrai en description. Mais top match. On a hâte de voir ce que ça va donner. Le cinquième, du coup, la déception peut-être. Parce qu'il y a quelques semaines, j'avais vraiment coché sur mon calendrier ce Villa-Juve. On avait un Aston Villa qui, après l'avoir emporté contre Bologne, J3, avait 9 points sur 9 possibles. Était co-leader avec Liverpool, si je ne dis pas de bêtises. Tout en haut de cette phase de ligue. Et je voulais faire une vidéo sur eux. Je me disais, ok, c'est le moment pour faire une vidéo sur les copains d'Unai Emery. Derrière, 5 matchs consécutifs sans victoire. 6, pardon, avec 4 défaites dans le lot. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont été sortis de la League Cup par Crystal Palace. Ils ont été giflés par Tottenham 4-1. Ils ont perdu aussi en Europe en déplacement à Bruges. Donc c'est un Aston Villa un peu méconnaissable. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, une soirée de gala qui avait bien terminé pour eux à Birmingham où ils avaient battu le Bayern. C'était un petit peu ce Villa qui retrouve la Champions, remake de la finale 82, qui renoue avec ses heures glorieuses. Et du coup, je me disais, ouais, ce match contre la Juve, en plus, moi, une Juve, comme vous le savez, qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît, mais surtout qui m'intéresse. Je me dis, ouais, ça peut être très très intéressant. Une Juve qui est toujours aussi coriace, hein. Match nul contre l'AC Milan ce week-end, pas un grand match, un match assez diabolique, 0,71 XG cumulé, 13 petits tirs cumulés, ça a fini 0-0. Une Juve qui est toujours aussi difficile à battre, ça c'est clair. Invaincus en Serie A, ils sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite, mais 4 matchs nuls dans le lot. Cette Juve est pas facile à battre, et le problème maintenant c'est que offensivement, on commence à voir des limites, surtout je dirais, parce qu'il y a des absents qui comptent. Avant, je trouvais que c'était pas forcément le cas. Début de saison, là, quand ils enchaînent les 0-0, moi j'avais vu plusieurs matchs, je trouvais que c'était en vrai assez intéressant, même contre Naples par exemple. Mais là, l'absence de Vlahovic par exemple ce week-end, bon, ça fait que contre l'AC Milan, ils ont dû mettre Coupe Miners faux neuf avec McKennie sous lui, Kenan Yildiz et Conceição sur la droite parce que Nico Gonzalez est toujours blessé aussi. Et moi, j'avais fait cette analyse contre le PSV Eindhoven. J'aimais bien le quatuor qu'ils avaient commencé à trouver avec Yildiz, Vlahovic,
Nico Gonzalez, Koop Miners, assez fluide ce quatuor du 4-2-3-1, la pression aussi de Koop Miners, de Vlahovic, des ballons récupérés, même Vlahovic, pas forcément que à la finition, qui était capable de donner des bons ballons, voilà, là on voit pour Nico Gonzalez, entre les lignes, dans cet intervalle. Donc franchement, il y avait quelque chose d'intéressant qui était en train de se dégager, avec en plus Conceição en 5e homme, qui pouvait faire des ravages en sortie de banc face à une défense fatiguée. J'aimais beaucoup ce qu'on voyait. Maintenant, je vois que Vlahovic est très très incertain pour ce match. Il pourrait le rater. Où est-ce que c'est? Ici, ouais. Il était forfait contre l'AC Milan et il est toujours très gros doute sur sa participation pour le match de mercredi contre Villa. Et en plus, par exemple, ce système qui a très mal marché contre l'AC Milan, Koop Miners faux neuf avec McKennie sous lui, et bah même McKennie, j'ai vu aux toutes dernières nouvelles, c'est tombé hier soir, qu'il a raté l'entraînement. Et une Juve qui est vraiment qui a de gros problèmes de blessure. Et c'est dommage parce que ce match, je l'attendais beaucoup, mais en plus de la perte de Bremer, ils ont un deuxième défenseur qui s'est fait les croisés là sur la trêve internationale, Cabal, le latéral gauche. Ils ont tellement de soucis de blessure que cette rencontre qui me hypait énormément, elle pourrait être une déception. Elle ressemble un petit peu à une équipe en méforme Aston Villa contre un hôpital ambulant, la Juve. On n'a même pas parlé de l'absence de Milik aussi, ce qui fait que sans Vlahovic, s'il est effectivement forfait, sans Milik, et peut-être même sans McKennie, donc sur les positions axiales avancées, ça commence à devenir compliqué. Je sais pas, j'espère que ça va faire un bon match, mais en plus on sait que cette Juve, parfois la rencontre peut devenir assez terne, et Aston Villa n'est pas en top forme. Vous savez que je les aime bien, ça me surprendrait pas s'ils allaient le faire à Birmingham 3-20, mais je vois aussi totalement Aston Villa capable de se relever sur cette rencontre, et à la fin, la vérité c'est que j'en sais rien. Je vais dire match nul 3-20, et j'espère que ce sera mieux que le 0-0 que j'imagine, mais on verra. Ça, c'est mercredi. Et si ça donne effectivement un très très bon match, bon, peut-être on peut en faire quelque chose jeudi, pour enfin parler d'Aston Villa et pour continuer un petit peu de discuter de cette Juve. Mais bien sûr, la rencontre qui m'intéresse le plus, c'est pas le Met Gala, c'est le Mersey Gala à Anfield. Quelques jours avant la réception de Manchester City, Liverpool continue de vivre sa très très grosse période avec beaucoup d'énormes matchs, mais il la vive très très bien. C'est la réception du Real Madrid. Liverpool tout en haut, comme on l'a dit, première place sur 36. Le Real au milieu, 18e sur 36, 2 victoires seulement sur 4 matchs. C'est un Real qui est bien revenu en Liga. Maintenant, en l'emportant contre les Ganes, contre Osasuna, ils sont plus qu'à 4 points, vous le voyez ici, 4 points du Barça. Et avec un match en moins contre Valence, déplacement à Valence qui avait été repoussé à cause des intempéries, des inondations. Donc ils peuvent revenir à une petite longueur en Espagne. En Europe, par contre, ils ont un vrai besoin de points. Battus par Lille, battus par l'AC Milan, un match qu'on avait analysé où ils avaient totalement fait marcher dessus à San Siro. Reinders au milieu. C'était pas à San Siro, mais c'était encore pire. Au Bernabeu, Reinders au milieu leur avait fait tellement mal sur les incursions. Ils avaient été incapables de le contenir. Ses passes masquées aussi sublimes. L'animation défensive catastrophique, le 4-4-0, les incompréhensions entre Vinicius, Mbappé, Bellingham. Franchement, une masterclass totale des Milanais et un match très très inquiétant pour les hommes de Carlo Ancelotti. On avait analysé ce truc en entier. C'était vraiment une rencontre fascinante. Mais ce Real a de vrais problèmes. Et ils vont affronter la meilleure équipe d'Europe cette saison, pour moi en tout cas. Pour le classement de la Champions aussi, comme on a dit, Liverpool tout en haut à 4 victoires, 0 match nul, 0 défaite, 10 buts pour, 1 contre. Ils en ont passé 4 à Leverkusen, ils ont battu Leipzig et Bologne, ils ont battu l'AC Milan, à San Siro en plus 3-1. Donc c'est un tout autre morceau qui se présente face à eux. Et Liverpool, bien sûr, est aussi leader de Premier League, avec désormais 8 points d'avance sur Manchester City avant de les recevoir ce week-end. Ils sont sur 14 matchs consécutifs sans défaite. Opta leur donne 77% de chances de prendre le titre cette saison. C'est juste un Liverpool d'Arne Slot qui est absolument impressionnant. Et le Real Madrid, pour ne pas arranger les choses, arrive sans Vinicius blessé. Face au Liverpool de Mo Salah, qui est sur Champions plus Premier League confondu, sur 11 buts, 10 passes D, qui marche sur l'eau, qui est peut-être le meilleur joueur du monde en ce début de saison. Alors c'est le Real Madrid, à bien des égards, c'est un peu la bête noire de Liverpool. Et bien sûr, il y a les 2 finales de 2022, le but de Vinicius sur la passe de Valverde, 2018, Ramos, Salah, 3-1 pour le Real. La réalité, c'est que Liverpool n'a pas battu le Real depuis 2009.
Sur les 8 derniers matchs ou 9 derniers matchs, aucune victoire. 8 derniers matchs, aucune victoire. Il y a ces 2 finales, mais il y avait le quart en 2021. Il y a le quart en 2023, où le Real leur avait mis 6-2, le 2-5 là, Anfield, qui était mémorable. Cette fois-ci, Liverpool semble en bonne position pour le faire. Mais voilà, attention au Real. Et peut-être attention au Real, en particulier dans ces matchs à Anfield. Ils sont quand même cotés à 4. C'est pas si commun que ça de voir le Real à 4 et ça nous dit beaucoup de choses sur les inquiétudes qu'il y a sur leur animation, notamment défensive, mais aussi sur la force absolue de Liverpool en ce moment. Moi, j'avoue, je pars plutôt sur Liverpool à 1,84 tout en restant méfiant. Je connais pas mal de supporters des Reds et ouais, ils sont contents de là où ils sont en ce moment, mais ils vont jamais sous-estimer le Real. Ça va être un match énorme et très très hâte d'être demain soir donc pour en parler. Ça nous donne niveau combiné. Qu'est-ce que j'ai dit? Barça contre Brest. Ouais, le Bayern, je pense à ce qu'il faut pour le faire contre Paris. Mais on verra ça ce soir. La cote du PSG qui est maintenant à 5,50. City Feyenoord. Attention, mais bon, quand même dur de partir contre City. Sporting Arsenal, je pense, match nul. Villa Juve, j'ai dit match nul aussi. Et Liverpool Real, 1,84 pour Liverpool. Voilà, c'est un petit peu mon combiné total pour cette J5 de LDC. Mais maintenant, on verra. J'espère qu'on va avoir de beaux matchs. On sera là pour les analyser, bien sûr. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a mis un peu en température. Avant notamment ce soir, où on en a 4. Et ce Bayern-Paris, qu'on analysera sur la chaîne au coup de sifflet final. Merci d'avoir été là les potes. Comme toujours, merci de votre soutien. J'ai lu vos messages hier, vos commentaires. Ouais, ça m'a fait du bien. Et merci beaucoup. On se retrouve très vite. On se retrouve dans quelques heures en vrai. Donc prenez soin de vous, passez une très bonne journée. Et à toutes. Bisous.